À en croire la légende, Bonaparte serait un enfant prédestiné. Né en Corse d'une famille de notables, il est envoyé en France pour suivre une formation militaire. On raconte qu'à l'école, il est déjà un chef incontesté, dirigeant même les batailles de boules de neige avec autorité. En vérité, le futur empereur ne sort pas du lot. Rien n'indique qu'il va avoir un destin. Et lui-même ne le conçoit pas d'ailleurs. En cela, il est très différent de beaucoup de futurs grands hommes, ou en tout cas d'hommes qui ont marqué dans l'histoire, d'êtres qui ont marqué dans l'histoire, qui eux avaient une claire conscience de leur prédestination. On sait que De Gaulle, à l'âge de 14 ans, se voyait déjà comme quelqu'un qui sauverait la France. Il ne savait pas dans quelles circonstances, il ne savait pas quand, mais il savait qu'un jour ou l'autre, son propre destin et l'histoire du pays se croiseraient. Napoléon, rien de tout ça. En 1793, capitaine dans l'armée de la Révolution, il reprend la ville de Toulon aux royalistes. En récompense, il est nommé général. Mais ce n'est qu'un fait d'armes parmi d'autres. Ça n'en fait pas un général à la hauteur de ceux qui combattent au même moment. C'est quand même une petite opération de reprise d'une forteresse assiégée. C'est pas une grande victoire militaire comme celle que peuvent remporter d'autres généraux à l'époque. Son nom n'apparaît pas dans les journaux, c'est pas de là que commence sa gloire. À 26 ans, sa carrière piétine. Bonaparte a un moment de très grande détresse à la fois professionnelle, affective aussi. Il se retrouve un petit peu sans emploi, seul à Paris. Il n'est pas dans la misère, mais enfin, il s'interroge beaucoup sur son avenir. Lettre du 10 août 1795 à son frère Joseph. Moi, très peu attaché à la vie, tout me fait braver le sort et le destin. Et si cela continue, mon ami, je finirai par ne pas me détourner lorsque passe une voiture. Quand il exprime cette idée dans sa jeunesse de suicide, c'est parce qu'il ne voit pas à quel moment sa carrière peut et doit s'envoler. Il végète et il a eu cette phrase qui sans doute explique cela. Il a dit « Vivre vaincu et sans gloire, c'est mourir tous les jours ». Et puis, soudain, à l'automne 1795, sa vie bascule. Le 5 octobre, le 13 Vendémiaire dans le calendrier révolutionnaire, des émeutes royalistes enflamment Paris. La République est en danger. Le général Bonaparte est chargé de rétablir l'ordre. Dans une lettre écrite le surlendemain à son frère Joseph, il lui dit « Tu sais, j'ai délibéré avec moi-même pendant 15 minutes pour savoir si je me rangerais du côté de la Convention ou si je rejoindrais les royalistes pour combattre la Convention. Et il dit finalement, j'ai pensé qu'il y avait plus de chances de fortune du côté de la Convention. Donc au fond, il entre dans l'histoire comme un mercenaire, hein, sans prendre parti, sans éprouver d'affection ou de passion, ni pour les républicains, ni pour les royalistes. Il fait un pari comme un joueur qui mise rouge ou qui mise noir, mais simplement il mise du bon côté. Bonaparte réprime sans état d'âme. Il donne ordre de tirer sur la foule. La rébellion est matée en quelques heures. Comme à Toulon, il n'hésite pas à s'exposer aux balles. Son cheval est tué. Pourtant, à son frère Joseph, il se contente d'écrire « Comme à mon ordinaire, je ne suis nullement blessé. » Ce personnage famélique, que personne ne regarde, dont on ne veut presque plus dans l'armée, se trouve propulsé quasiment au premier rang. Il devient gouverneur militaire de Paris. Et devenant gouverneur militaire de Paris, il va pouvoir entrer dans le lit de Joséphine. Joséphine de Beauharnais, la maîtresse des puissants. Pour Bonaparte, c'est l'autre événement de ce mois d'octobre 1795. Lui qui ne craint pas la mort a soudain une furieuse envie de vivre. Il est follement amoureux. Il l'épouse quelques semaines plus tard.
Joséphine, qu'il rencontre à l'automne 1795, est une femme qui va lui donner d'abord beaucoup de confiance en lui et lui ouvrir beaucoup de portes. Bonaparte en société est très gauche et très réservé. Elle est au contraire l'entre-gens même. Il devient plus mondain, il fait davantage de sorties et d'apparitions en public, et à partir de cette époque, on se rend compte qu'il peut étendre, grâce à elle, son réseau social. Les émeutes royalistes, l'amour de Joséphine. En un mois, Bonaparte, qui n'était rien, est devenu quelqu'un. La situation militaire de la France va faire le reste. En 1796, la République est à nouveau en guerre. Les combats stratégiques ont lieu sur le Rhin. Au jeune Bonaparte, on confie une mission secondaire, faire diversion en attaquant l'Autriche sur le sol italien. Or, contre toute attente, Bonaparte enfonce les armées autrichiennes et fonce jusqu'à Milan avec sa petite armée d'Italie. L'armée d'Italie n'est pas destinée à gagner de grandes campagnes. Elle est là pour fixer une partie de l'armée autrichienne, pendant que les armées françaises passeront plutôt par le nord, par l'Allemagne. Et ce que fait Bonaparte, c'est qu'il va complètement inverser la géopolitique militaire du moment. Par son offensive en Italie, il va devenir le général français, et son armée sera l'armée française, qui menace réellement Vienne, alors qu'on s'attendait à ce qu'elle soit menacée par le nord. Bonaparte ne s'arrête plus. Quelques mois plus tard, il approche de Vérone. Mais il lui faut absolument rejoindre un pont stratégique, le village d'Arcole. Or, les troupes qui l'attendent sont bien plus nombreuses que les siennes. Et là, il se dit, ça serait intéressant de passer par les marais qui entourent la position d'Arcole, juste au nord de l'Adige, parce que les marais sont si difficiles pour les traverser, pour y marcher, que ça annulera la supériorité numérique des Autrichiens. Et le voici donc engagé dans les marais, où à un endroit il faut franchir le pont d'Arcole.